technique. Mon regard, pour être très honnête, il est très critique. Il est très critique parce qu'aujourd'hui, l'innovation numérique dans les ressources humaines, c'est le Far West. C'est le Far West. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Il y a plus de 600 startups RH en France. Et je parle des startups, mais on peut aussi parler des acteurs historiques qui produisent aussi des solutions numériques pour les ressources humaines. Il y a plus de 600 startups RH en France. 85% des entrepreneurs de ces startups n'ont jamais fait de ressources humaines de leur vie. Ce sont eux qui codent les algorithmes qui vont dans les solutions que les DRH achètent. Donc mon constat, il part de là. C'est une solution numérique, qu'on va dire un minimum intelligente. C'est une solution qui traite de la donnée. Pour traiter de la donnée, il faut des algorithmes. Un algorithme, c'est ce qu'on appelle une suite finie d'opérations logiques. C'est-à-dire que si j'additionne telle donnée ou telle donnée, si je les croise, si je les compare, il faut un algorithme pour faire ça. On pourrait le faire à la main, et à la main, on ferait cette opération, puis cette opération, puis cette opération. Dans l'exemple d'un processus RH, c'est le tri d'un CV, par exemple. C'est le tri d'un CV. C'est-à-dire qu'à la main, historiquement, en tant que recruteur, je regarde le nom de l'école, je regarde le nombre d'années d'expérience. Selon mes biais, je regarde peut-être certaines autres choses. Ah, s'il a fait du rugby, c'est qu'il a l'esprit d'équipe. Enfin, vous connaissez tout ça par cœur. Je caricature, hein, il y a des très très bons recruteurs. Mon point, c'est de dire qu'un algorithme un bon algorithme est censé reproduire les meilleures pratiques d'un processus donné. Un algorithme normal reproduit les pratiques de celui qui l'a codé. Et aujourd'hui, avec 85% des entrepreneurs en start-up RH, et je pense que ce n'est pas spécialement mieux dans les autres entreprises, hein. Il y a des entreprises qui se spécialisent, qui ont des vraies démarches de co-développement avec des DRH pour comprendre les meilleures pratiques. Ce n'est pas la majorité du marché aujourd'hui. Et donc, ces algorithmes qui reproduisent des pratiques qui sont des croyances. On pense que pour bien recruter, il faut faire comme ça et comme ça. Au-delà de ça, je prends l'exemple de deux très belles entreprises qui ont un métier extrêmement similaire, L'Oréal, Procter & Gamble. Je ne recrute pas du tout pareil chez L'Oréal que chez Procter & Gamble. Et les deux modes de recrutement se valent. Simplement, il y en a un qui est très axé sur les processus, l'autre beaucoup sur la culture. Et donc, la manière de trier une candidature, la manière d'effectuer un processus de recrutement ou de promotion interne n'a rien à voir. Pourtant, en tant qu'éditeur de logiciels, aujourd'hui, l'algorithme qui va être proposé va être le même. On a donc des risques extrêmement forts quelque part, de clonage, de reproduction sociale d'une croyance qui est une croyance qui dépend souvent d'un petit groupe de personnes, pas nécessairement expertes. Je pars du principe que chaque entreprise a ses propres processus, a ses propres meilleures pratiques, et qu'aujourd'hui, les solutions numériques devraient retranscrire ça. Elles devraient être capables de retranscrire fidèlement les meilleures pratiques d'une entreprise donnée. Les meilleures pratiques, c'est un autre sujet, elles évoluent. Les meilleures pratiques de recrutement d'il y a 15 ans ne sont pas nécessairement les mêmes qu'aujourd'hui. On ne cherche plus les mêmes choses, la société n'a plus besoin des mêmes choses. Et là, en revanche, c'est un biais de la fonction RH elle-même qui, sur ces sujets-là, peine encore à évoluer. Par exemple, on parle de ce qu'est un talent. C'est lentement en train de changer. Un talent, c'est quand même quelqu'un qui a fait une parisienne ou pas loin. Et pour entrer dans les programmes de haut potentiel, il faut avoir fait une grande école aujourd'hui. Il y a quelques entreprises qui commencent à faire changer ça, mais ce n'est pas la majorité du marché. Il y a encore beaucoup de biais, de croyances limitantes qui font qu'un talent, c'est difficilement quelqu'un qui sort de l'université, par exemple. Ou c'est difficilement quelqu'un qui n'a même pas de diplôme universitaire. Donc ces choses-là vont évoluer parce que la fonction RH se rend compte que ce dont on avait besoin hier n'est plus semblable à ce dont on a besoin aujourd'hui. Hier, on avait besoin de gens qui étaient capables d'exécuter, de reproduire et d'adhérer. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui sont capables de créer et sortir du cadre, ce qui est très très différent en termes de profil. Les solutions numériques, en fait, il faut comprendre, les algorithmes, l'intelligence artificielle, ce n'est qu'une transposition dans le numérique de choses qu'on est censé pouvoir faire à la main. Si on ne comprend pas la meilleure manière de les faire à la main, on ne peut pas faire une bonne solution numérique. Et l'enjeu, il est là, c'est qu'on est dans une époque où, en fait, la fonction RH est en train de se transformer, Aline, tu l'as très bien dit, sur tout un tas de sujets. Pourquoi ? Parce que la fonction RH a reçu un mandat assez brutal de transformer l'entreprise.
Donc voilà, l'entreprise est en pleine recomposition. Il faut changer les outils, il faut changer les compétences des gens, il faut revoir tous les processus, il faut changer la culture et il faut peut-être même aider à repenser la gouvernance. Le point commun de tout ça, c'est les gens. Donc les gens, c'est la fonction RH. Donc la fonction RH, occupez-vous de ça. Et la fonction RH, pour pouvoir faire ça, doit se transformer elle-même. Et donc dans une période où la fonction RH est en train de se transformer, on a des outils numériques qui arrivent massivement. On n'a pas encore forcément toutes les meilleures pratiques pour tous les différents processus qui sont en train de se recomposer. Et on les injecte quand même dans des solutions numériques. Avant, pour trier 200, 1000, 2000 CV, il fallait plusieurs heures, voire plusieurs jours. Aujourd'hui, en une fraction de seconde, c'est fait. Le gain de productivité est absolument énorme, mais gérer un processus avec des mauvais réflexes, c'est aussi détruire beaucoup de valeur. Et là, je parle que du recrutement, mais on peut parler de tous les autres aspects derrière qui vont jouer sur la performance, qui vont jouer sur l'engagement, qui vont jouer sur la fidélisation, sur tous les sujets liés au talent et qui vont impacter très fortement l'organisation. Donc pour moi, si la fonction RH veut être une fonction stratégique de l'entreprise, elle a la responsabilité d'anticiper l'impact des choix qu'elle fait aujourd'hui. Et ça implique par comprendre les impacts des solutions numériques. Il faut y aller, parce que les entreprises qui n'iront pas vers des solutions numériques pour dématérialiser et digitaliser tout un tas de processus de la fonction RH, elles seront à la traîne demain et elles feront partie de celles qui se prendront le mur. Donc il faut y aller, le sujet c'est qu'il faut y aller, mais pour ça il faut aussi comprendre. Il faut comprendre et anticiper. Et c'est là que l'intelligence artificielle intervient en tant qu'outil d'aide à la décision. Tout n'est pas noir. Je pense que le potentiel de l'intelligence artificielle est absolument gigantesque pour aider la fonction RH à mieux faire son travail. Quand je dis mieux faire son travail, c'est-à-dire que la machine peut prendre tout un tas de tâches qui sont routinières, qui ne créent pas forcément de valeur directe, et que la fonction RH, elle, peut se concentrer sur un rôle beaucoup plus humain, qui est le rôle d'attirer, de développer, de fidéliser les talents, d'anticiper, et donc finalement des rôles qui vont être beaucoup plus liés à une sorte de coach organisationnel. Coach organisationnel, une fonction qui va être beaucoup plus centrée sur la notion de responsabilité et à travers l'éthique. Et c'est là que l'enjeu de l'éthique, la boucle était un peu longue, Véronique, mais je pense que c'était important pour y arriver, parce que vous comprenez bien que les choix qui sont faits aujourd'hui sur les solutions qu'on intègre dans le numérique impactent directement l'organisation qu'on aura demain. Ça, c'est quelque chose que je pense à plus grande échelle vrai également. Les choix qu'on fait aujourd'hui dans notre société, nos modes de consommation, déterminent directement la société dans laquelle on va vivre demain. Acheter local ou pas, consommer du Netflix ou du Amazon en permanence ou pas, ça nous enferme dans des sillons idéologiques. L'intelligence artificielle, on pourra y revenir après. Et c'est un sujet que je pense très très important, notamment sur comment la culture d'une organisation est capable d'évoluer. Donc l'éthique, on l'a défini au LabRH comme la capacité à respecter les libertés, les droits et le potentiel des individus. C'est une adaptation qu'on a faite notamment pour les enjeux de la fonction RH, mais une société éthique est une société qui respecte les libertés, les droits et le potentiel des individus. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le présent, ça se projette aussi dans l'avenir. Et je pense que le rôle éthique de la fonction RH est très très fort. Il y a un gros débat en ce moment, parce qu'en parallèle de la charte qu'on essaie de construire avec le LabRH et la CFE-CGC notamment, sur une utilisation éthique du numérique dans les ressources humaines, il y a également l'idée d'une charte éthique de la fonction RH au sens large ou d'une déontologie au sens large, et ça fait beaucoup de débats, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on n'a pas besoin d'un code pour apprendre à travailler, hein. Un bon RH, ça sait travailler. Oui, un bon RH, ça sait travailler, comme un bon médecin, ça sait travailler. Mais c'est quoi un bon médecin ? C'est quoi un bon RH ? Et je pense que ces choses-là, il faut les définir. Et personnellement, je ne suis pas opposé à l'idée d'une mise en place d'une charte éthique ou déontologique de la fonction RH au sens large. Mais dans un premier temps, avant de vouloir attaquer le mammouth, je pense qu'il faut adresser le sujet direct qui a le plus d'impact, c'est le numérique. Et comment est-ce que le RH, qui n'est pas un acteur natif des sujets numériques, peut s'emparer du numérique de manière responsable ? Et ça, c'est tout le sujet, parce qu'avec l'intelligence artificielle, vous l'aurez compris, on peut accélérer la productivité, le processus, mais on peut aussi accélérer les biais et la destruction de valeur.
J'en suis convaincu, j'en fais partie. Je milite fortement. Quand j'ai créé Monkey par exemple, j'ai créé Monkey pour que la personnalité, les moteurs de motivation soient pris en compte dès l'amont du processus de recrutement. Et pas juste une fois qu'on a trié les CV et qu'on a gardé les 5 finalistes. Donc je suis convaincu que les entrepreneurs, que beaucoup d'entrepreneurs se battent pour ça. Mon point, c'est que c'est au bon vouloir de l'entrepreneur. Et c'est ça le problème. C'est que comment est-ce qu'on... Enfin, s'il n'y a pas de règles, par définition, il n'y a pas de règles. Donc c'est bien que ce soit au bon vouloir des gens. Je pense qu'aussi, il faut le cadrer un minimum. Parce qu'on n'est pas sur de la finance ou du marketing, c'est la vie des gens. Oui, je ne pense pas du tout que la DRH va disparaître. Je pense au contraire que ça va devenir l'une des fonctions les plus importantes de l'entreprise. La conviction que j'ai en revanche, c'est que ce ne sera pas forcément avec les mêmes personnes, parce qu'on ne va pas y chercher les mêmes choses. Je prends un exemple simple. Mais donc là, on parle d'informaticiens, des informaticiens et des robots qui pourraient faire disparaître la fonction RH. Il ne faut pas oublier que tous ces outils sont au service de quelque chose. Ce n'est pas une finalité. C'est pas une finalité. Et par exemple, dans la voiture autonome de Uber ou la voiture autonome de Google, il y a un gros sujet qui est le sujet justement de l'éthique et de la responsabilité. En cas d'accident inévitable, si la voiture arrive dans une situation où l'accident est inévitable et que, par exemple, ça m'oblige de renverser quelqu'un ou de me prendre un mur, qui est-ce que je protège? Est-ce que je protège le passager ou est-ce que je protège le passant? Et en fait, c'est un sujet qui est difficile quand même. C'est un sujet qui est difficile. Je ne sais pas si vous connaissez ce film qui s'appelle iRobot, qui est basé d'ailleurs sur un livre d'Isaac Asimov. Et dans ce film, donc, enfin dans le bouquin, dans le film, l'acteur principal, le rôle principal joué par Will Smith, en fait, a une haine contre les robots parce que plusieurs années avant, il a eu un accident. Il a eu un accident de voiture, il était avec une petite fille en voiture, sa voiture est tombée dans l'eau, et il y a un robot qui a sauté dans l'eau pour les sauver, et le robot ne pouvait sauver qu'une personne. Et il avait calculé que Will Smith avait 40% de chances de survivre et la fille seulement 17%. Donc il a sauvé Will Smith parce que Will Smith avait plus de chances de survivre. Et le point de Will Smith, c'est de dire mais aucun être humain n'aurait pris cette décision. L'être humain aurait sauvé l'enfant, c'est évident. Et en même temps, l'enfant serait peut-être mort, donc du coup, on n'aurait sauvé aucun des deux. Donc en fait, c'est des sujets qui ne sont pas noirs ou blancs. C'est des sujets qui sont extrêmement compliqués. Et je pense que demain, dans l'entreprise, on aura du numérique partout. On aura des algorithmes partout. Et je pense que la fonction RH va s'approprier petit à petit ce sujet de la responsabilité, de quel impact ça a sur l'humain, dans l'organisation et en dehors. Et donc, au-delà de ce qu'on a dit tout à l'heure, attirer, développer, fidéliser, anticiper. Donc, c'est-à-dire que demain, s'il y a un robot qui arrive devant vous, qui dit « Voulez-vous travailler dans cette entreprise ?» Je pense que vous n'irez pas, quoi. Il faudra toujours des gens à un moment donné pour vous motiver. Ce sera un rôle qui sera effectivement partagé avec le manager, mais il faudra quand même quelqu'un pour coordonner tout ça. Donc je pense que le rôle de la fonction RH sera vraiment d'accompagner les gens, mais aussi accompagner la responsabilité de l'entreprise. Je pense vraiment que le potentiel de l'intelligence artificielle est fabuleux. Et quand on parle d'intelligence artificielle, je vais le séparer c'est très caricatural, mais je vais le séparer en 2 grands domaines. C'est-à-dire l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des algorithmes qui sont plus ou moins sophistiqués et qui vont permettre de traiter de la donnée pour générer de nouvelles données, donc pour vous proposer des recommandations par exemple. Et après, il y a l'intelligence artificielle dure comme le machine learning. Et donc je pense que dans le premier domaine, c'est ce qui occupe aujourd'hui la réelle intelligence artificielle dont on parle sur le marché. C'est de ça dont on est en train de parler, des algorithmes qui traitent de la donnée, soit pour remplacer quelque chose qu'un humain faisait, soit pour générer de la donnée qu'on n'était pas capable de générer avant parce qu'il y avait trop d'infos. L'exemple du big data, par exemple. Je pense que là-dessus, en fait, la fonction RH n'est historiquement pas une fonction de la donnée. Et je pense qu'on améliore durablement que ce qu'on mesure. Ça, c'est mon passé de physicien. Et je pense que l'arrivée de l'analytics, de la gestion de la donnée dans la fonction RH, va permettre de beaucoup mieux piloter. En pilotant beaucoup mieux, c'est une énorme opportunité pour la fonction RH de valoriser ce qu'elle fait. La fonction RH est depuis trop longtemps vue comme un centre de coûts. Et pour que la fonction RH soit reconnue comme un centre de profit et d'évitement de coûts cachés, c'est un bon moyen de mesurer son impact réel.
Et donc, je pense que l'arrivée de l'intelligence artificielle va permettre de beaucoup mieux mesurer, avec toujours ce bémol de attention, il ne faut pas tomber dans la démesure et chercher à tout mesurer non plus. Il faut que ça reste un métier humain. Mais je pense que c'est important de pouvoir mesurer ce que fait la fonction RH pour pouvoir la valoriser. Ça, c'est une grosse opportunité. Sur les sujets du machine learning, moi, je suis pour le coup... aujourd'hui, et peut-être que dans 2-3 ans ça changera, mais aujourd'hui je suis assez critique et catégorique, je pense qu'il ne faut pas y aller. Je pense que le machine learning est aujourd'hui une erreur en ressources humaines, parce que le machine learning se base sur des données issues du passé pour projeter l'avenir, en essayant d'apprendre en permanence. Je pense que quand on se base sur le passé pour prédire l'avenir, il faut que le passé soit exemplaire. Les ressources humaines, c'est le cas typique où on sait très bien que le passé n'est pas exemplaire. Et donc, dans la mesure où on ne maîtrise pas la qualité des données, simplement, je n'irai pas. Et je m'appuierai plus sur des experts des ressources humaines qui me diront, écoutez, voilà si on veut bien faire les choses, comment il faut faire, plus que sur une machine qui n'a pas une intelligence plus grande que celle d'un enfant de 3 ans. Je prends l'exemple de la reconnaissance faciale, je l'aime bien. Le machine learning produit des effets waouh. Vous avez tous en tête cet exemple du deep learning qui a permis de battre le champion du monde d'échecs et même le champion du monde de Go. Et effectivement, c'est impressionnant parce que la machine a appris toute seule, de partie en partie, et au bout d'une vingtaine de parties, elle a gagné face au champion du monde de la discipline. Ouais, sauf que dans les échecs et dans le Go, il y a des règles, il y a un nombre fini de cases, un nombre fini de pions et un nombre fini de règles. La vraie vie, c'est pas comme ça. La vraie vie, il n'y a pas un nombre fini de cases, il n'y a pas un nombre fini de règles, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on ne peut pas résumer la vie à une simple partie d'échecs avec des règles et des pions. Et c'est pour ça que je pense que le machine learning est quelque chose d'extrêmement pas prêt. Dans le sens où, pour qu'une machine arrive à reconnaître un chat, avec plus de 85% de certitude, il faut lui montrer à peu près 10 000 photos de chats en lui disant « ça, c'est un chat ». Ça, c'est une des manières de faire. Un enfant de 3 ans, on lui montre 2 photos de chat, il sait pour toute sa vie ce qu'est un chat. Donc quand une machine est 5000 fois moins performante qu'un enfant de 3 ans, j'hésiterai beaucoup à lui confier les process qui gèrent mon capital humain. Je pense que oui, et je laisserai répondre, mais je pense que oui, parce que l'IA permet de contextualiser beaucoup plus qu'avant. Elle permet de prendre en compte les spécificités de chacun et donc de proposer une expérience qui est un peu plus spécifique. Comme sur Netflix, on vous propose des contenus qui sont censés vous correspondre. Ils pourraient travailler un peu sur leur algorithme, mais c'est l'idée. Et je pense qu'en termes d'engagement, demain, c'est pareil, votre portail RH pourra être personnalisé, par exemple, avec une solution d'IA.